Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire « Comment organiser l'accueil de jeunes en service civique dans mon organisation ». Ce cycle de webinaires est dans le cadre de la campagne de mouvement associatif « Les jeunes s'engagent, vous aussi engagez votre association ou votre fédération ». Campagne pour un service civique de qualité dans les associations, construit en partenariat avec le comité du service civique associatif. Dans la séance d'aujourd'hui, nous accueillons trois intervenants, Mathilde Bellini d'Unicité, Anne-Marie Bourouille et Émilie Couder de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, FJC. Bonjour. La séance d'aujourd'hui va être découpée en deux parties. La définition, nous allons faire un focus sur la définition des missions de service civique et le rôle du tuteur. Revenons un petit peu à ce que nous avons dit la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions fait le lien entre la construction d'un projet d'accueil de volontaires et le projet associatif. Donc, pour construire un projet d'accueil de volontaires, il faut définir plusieurs aspects et on vous propose 5 étapes dans le site internet ressources du mouvement associatif dans le cadre de cette campagne, asso-service-civique. Donc les étapes sont de définir une mission de service civique, et chose que nous allons aborder aujourd'hui, recruter et accueillir les volontaires, administrer, accompagner et évaluer. Autrement dit, la construction d'un projet d'accueil de volontaires, c'est de désigner, consiste concrètement à désigner un tuteur, préparer l'accueil du volontaire, préparer le début et les moyens d'obtenir des retours sur le terrain pour évaluer la qualité de l'accueil proposé, obtenir naturellement l'agrément auprès de l'agence du service civique ou du référent service civique au niveau de son département ou de sa région, et comprendre les obligations administratives à mettre en place dans la gestion efficace du service civique. Sur la définition des missions de service civique. Donc, revenons à des choses que nous avons déjà abordées la semaine dernière sur la construction. Qu'est-ce que une mission de service civique a 4 impératifs. Elle doit participer à l'intérêt général, être accessible à tous sans condition de diplôme ou de qualification, ne pas être indispensable à la survie de la structure et avoir une durée hebdomadaire de 24 heures minimum jusqu'à 48 heures selon certains critères. Alors, quand on dit qu'une mission de service civique doit être un plus qui permet à l'association de faire aboutir des projets qui viennent, 10 projets décapons ou tester de nouveaux projets, pour mettre en place des nouveaux projets à tester. Pour illustrer ces propos, nous allons interroger nos trois invités d'aujourd'hui pour avoir l'apport de leur expertise et leur retour d'expérience. Donc je vais me tourner vers vous, Mathilde, Émilie et Anne-Marie. Alors première question, comment avez-vous défini des missions d'intérêt général dans vos organisations et quels sont les critères qui permettent de délimiter ce champ de l'intérêt général? Alors, oui, je démarre. Moi, je vais donner d'abord surtout un conseil et je vous conseillerais de partir quand vous réfléchissez à une mission de service civique, partez plutôt de votre envie que de votre besoin. Si vous réfléchissez à votre besoin, vous allez retomber, et c'est ce qu'on fait naturellement, on retombe dans plutôt des critères de salariat, c'est-à-dire de quelles compétences j'ai besoin pour réaliser ce truc qui me manque. Ce que je vous conseille, c'est de retourner la logique et de vous dire de quoi j'ai envie. J'ai décidé d'accueillir des jeunes en service civique dans ma structure. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser avec eux? Et vous allez voir que ça change complètement la dynamique d'accueil. Par exemple, à partir de l'envie, vous allez pouvoir vraiment vous adresser à des jeunes qui n'ont pas spécialement compétences, qui ont juste eux aussi la motivation pour venir chez vous. Et donc, ils vont pouvoir apporter tout leur savoir-faire, leur savoir-être qu'ils ont au-delà de ce que vous aviez imaginé. Ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez de vous laisser surprendre. C'est-à-dire que la position de gens qui accueillent des jeunes en service civique chez eux, c'est une position d'ouverture. J'accepte que des jeunes viennent chez moi et peut-être éventuellement bousculent les habitudes que je peux avoir. Une question que vous pouvez vous poser qui peut diriger un peu la mission que vous avez créée, c'est comment des jeunes qui sont disponibles plusieurs mois d'affilée, qui ont envie de venir chez moi, ils vont pouvoir enrichir le travail que nous on fait déjà. Il ne s'agit pas de venir faire la même chose, il s'agit de réfléchir à une complémentarité. Qu'est-ce que ça peut amener en plus? Penser innovation ou penser complémentarité.
complémentarité. Innovation, j'entends par là un projet qu'on ne fait pas déjà et qui pourrait venir rajouter quelque chose à l'interaction. Et complémentarité, c'est quelque chose qu'on fait, mais ça va être mieux s'il y a des volontaires. J'entends une maison de retraite qui décide d'accueillir des jeunes dans sa structure. Bien sûr que les gens sont déjà accueillis, ils ont une chambre, ils ont à manger, ils ont des soins, ils ont tout ce qu'il faut. Et bien des jeunes en service civique, ça peut être la discussion qu'on pourrait qualifier d'inutile et qui pourtant va tout changer pour la personne. Ça parce que la personne âgée, du coup, elle va avoir un rendez-vous chaque jour ou chaque semaine avec un volontaire. Donc ça, vous voyez, c'est du plus qu'on n'amène pas déjà avec les salariés et que peuvent venir renforcer l'action des volontaires. Quand on dit le projet dans les cartons ou le tiroir à projet, c'est parce que vous le savez, dans nos structures, on a plein de projets, on a plein d'idées, et puis on n'a jamais le temps pour les réaliser. Et vous pouvez être sûr qu'à chaque assemblée générale, on va ressortir ce truc-là, on va se dire, ça y est, cette année, on le fait, la grande expo, le super événement dans notre quartier qui va rassembler les gens, et puis l'année suivante, on repart du projet parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et allez interroger ça. Et vous verrez que parfois, c'est une super piste pour construire des missions de jeunes en service civique. Et puis une fois que vous avez une première piste, il va quand même falloir passer cette piste aux critères de l'intérêt général. Évidemment, l'intérêt général, alors je suis allée chercher les définitions pour le webinaire, on tombe dans des définitions qui sont très juridiques. C'est compliqué d'aller répondre à cette notion juridique. Par contre, ce qu'on peut en retenir dans la majorité des acceptions de l'intérêt général, c'est quelque chose qui rend service à une collectivité, à un groupe de personnes en même temps. Du coup, moi, ce que je vais vous indiquer juste, c'est quoi les enjeux sociétaux, c'est quoi ce qui intéresse une collectivité aujourd'hui et pas juste moi. Ça veut dire l'action que je suis en train de réaliser, est-ce qu'elle a un intérêt au-delà même de juste mon association. Exemple très bête, si je donne aux volontaires à réaliser tout le listing de mes adhérents depuis 1964, c'est sûr que ça va être très utile à moi en tant que structure. Par contre, au regard de la collectivité autour de moi, ça n'a aucun intérêt. Je veux vous dire ça. Ça veut dire qu'il faut regarder en quoi ça va impacter les gens en dehors même de ma structure. Si je suis une chorale et que je veux juste faire chanter les 5 personnes de ma structure, par exemple, est-ce qu'on est vraiment dans l'intérêt général? C'est compliqué, je me suis posé la question pour préparer cette intervention. En fait, ça va être un intérêt général si je décide que le chant va être diffusé au-delà de ma structure, si je décide que le chant va être un outil de lien social, si je décide que cette pratique artistique va s'adresser à d'autres personnes que ces 5 personnes. Donc, à la fois, c'est compliqué, à la fois, c'est très simple, on est souvent dans nos structures dans le cadre de l'intérêt général, mais ça vaut vraiment le coup de se poser la question auparavant. Et puis, je vous ai donné là, vous listez quelques critères qui vont définir une mission de service civique. Donc, elle est utile à la société, on vient de le voir, elle est complémentaire de ce qui est déjà fait, on l'a dit aussi, elle est un support à l'engagement. En quoi cette mission, pour un jeune ou des jeunes qui viennent chez vous, va vraiment développer une notion de citoyenneté, une notion d'engagement. Je réalise cette mission, je réalise un repas de quartier, je fais de l'aide alimentaire, de l'aide aux devoirs, peu importe. Et pour moi, jeune qui décide de faire cette action, eh bien, ça stimule chez moi quelque chose qui est de l'ordre de l'aide aux autres, qui est de l'ordre de la vie dans ma société, qui est de l'ordre de je donne à ma collectivité. C'est ça qu'il faut réussir à entreprendre. Et puis, être utile à ma société, ça va me faire grandir en compétences. Qu'est-ce que va apprendre un jeune qui vient chez vous? Je vais essayer par là aussi de rencontrer des jeunes qui sont différents ou de rencontrer des personnes qui sont différentes. En quoi l'expérience que vivent les jeunes qui viennent chez vous leur permet de sortir de leur petit réseau d'origine. On est tous dans des réseaux qui sont relativement homogènes. L'expérience de service civique doit permettre d'en sortir au moins. Pensez de ça. Pensez action avec du terrain, pensez action avec des personnes. La mission, elle doit convenir aux jeunes, mais à vous, c'est du gagnant-gagnant. Il faut que tous les deux soyez gagnants là-dedans. Et enfin, qu'elle soit accessible à un maximum de personnes sans critères de qualification préalable, juste basé sur l'envie, sur la motivation. Et pour conclure tout ça, je disais, pensez projet d'accueil, pensez pas poste, c'est-à-dire qu'un projet d'accueil, ça sort au-delà de la mission précise que j'ai définie, on vient de le voir, c'est aussi
comment je vais l'accueillir dans mes équipes, comment je vais faire qu'il se sente bien, qu'est-ce que je vais lui donner comme formation, qu'est-ce que je vais lui donner comme éveil civique et citoyen. C'est tout ça un projet d'accueil. C'est pas juste il vient réaliser cette mission pendant 6 mois. Merci beaucoup Mathilde pour cette première réponse à cette première question. Tout va bien au niveau de la technique. Vous avez peut-être vu que la présentation avait disparu et est revenue, donc tout va bien au niveau de la technique. Deuxième point technique, donc là on fait une première série de questions sur, je vous disais, une première partie, la définition des missions. Après cette première série, vous pourrez poser des questions, donc vous pouvez déjà noter vos questions et les poser sur le chat. Et après nous ferons une seconde série de présentation avec des questions avec les intervenants sur les questions du rôle du tuteur. Et vous pourrez, à l'issue de cette deuxième série, également poser vos questions auxquelles nous répondrons. Donc vous pouvez déjà les noter. Premier point. Deuxième point, aussi, vous pouvez choisir de mettre en avant, dans ce que vous voyez en tant que participant, un intervenant ou la présentation en cliquant dessus. Ce n'est pas nous qui maîtrisons cet aspect, c'est vous qui pouvez maîtriser ce que vous voulez voir en avant dans cette présentation du webinaire. Donc, maintenant, je vais me tourner vers les MJC. Donc, alors, concernant cette question, alors oui, oui, c'est vrai. Petite précision, donc apparemment nous avons un problème de webcam avec l'ordinateur de Mathilde Vénier qui vient d'intervenir. Et donc, c'est nos équipes qui sont en train de gérer. Donc, c'est pour ça que vous voyez une autre personne sur la webcam. Mais tout va bien. Nous continuons le webinaire. Donc, Anne-Marie, sur cette question sur comment définir des missions d'intérêt général et comment vous êtes organisé au niveau des MJC. Donc, pour les MJC, pour la Fédération française des MJC, c'est peut-être un petit peu différent. Savoir que justement, c'est la Fédération française des MJC qui a l'agrément collectif du service civique et qui peut du coup en faire bénéficier des associations qui sont les MJC, qui sont affiliées au réseau. Donc, c'était aussi l'idée de présenter un petit peu notre fonctionnement, puisque nous avons 450 MJC sur l'ensemble du territoire, en métropole à l'outre-mer également, et que nous fonctionnons aussi bien avec des associations qui n'ont pas de salariés et qui sont uniquement gérées par des bénévoles, qu'avec des associations qui ont de nombreux professionnels et qui sont très structurées en termes d'emploi salarié. Donc on est vraiment sur un paysage très diversifié. Nos structures sont aussi bien en territoire rural, urbain, périurbain. Donc là aussi, on est confronté à des situations totalement différentes et on doit faire justement un accompagnement qui va être le plus adapté possible à la question de proximité. Et puis, on est aussi bien dans les centres-villes, dans les quartiers ou les villages, et donc aussi avec des préoccupations de MJC très différentes. Sur des projets à dimension jeunesse, sociale ou culturelle, donc nous avons aussi bien des MJC qui sont en centre social, qui ont l'agrément de la réallocation familiale, mais qui peuvent être aussi salles de musique actuelle ou salles de cinéma. Donc, vraiment, nous avons une diversité d'actions. Et du coup, la question d'intérêt général, un petit peu comme précédemment, ça va être aussi très différent. Ça va être des actions très diverses et en fonction effectivement de l'objet, du projet plutôt, qui est mené par la MJC sur le territoire. Voilà. Donc, la Fédération française des MJC, par cet agrément collectif, accompagne les MJC dans la définition de leur mission. Donc, nous-mêmes, on a défini un certain nombre de catégories de missions, puisqu'aujourd'hui, dans notre nouvel agrément collectif, qui date, nous avons un agrément depuis le début du service civique, depuis 2010. Nous en sommes aujourd'hui à notre 3e agrément. La Fédération d'MJC a décidé tout de suite de s'engager sur ce dispositif, sur le service civique, qui est plus qu'un dispositif d'ailleurs. Et c'était pour nous une façon aussi vraiment de s'engager dans l'accompagnement des jeunes, dans leur engagement. Et en même temps, en parallèle de ça, la Fédération d'MJC, tout en s'engageant dans ce dispositif et dans le service civique, c'est aussi engagé justement dans l'accompagnement des MJC pour bien veiller au caractère d'intérêt général des missions et bien évidemment à éviter toute confusion avec un emploi. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est mené dans la finalité, mais aussi dans l'accompagnement concret pour que ces choses-là soient respectées
et que nous garantissons que la fédération s'engage à garantir ses engagements. Voilà. Donc nous avons au début, on est parti avec 70 catégories d'émissions, donc c'était un peu une usine à gaz, on avait essayé d'être au plus près des besoins et des projets des MJC. Et du coup, en même temps, ça figeait les choses parce qu'à force de vouloir détailler. Ils sont très précises au début, c'est ça. Voilà, elles sont trop précises et du coup, on enfermait les MJC dans des catégories déjà prédéfinies, alors qu'on verra tout à l'heure, on se rend compte qu'on est plutôt par l'accueil de jeunes en mission au service civique, on est quand même sur l'ouverture à autre chose. Donc, ne pas vouloir tout figer. Et du coup, aujourd'hui, on est et en même temps, il faut aussi guider les MJC qui se retrouvent avec une volonté de mettre en place un projet. Parfois, simplement d'accueillir des jeunes qui fréquentent leur structure sur la mise en place de missions. Donc, du coup, on a essayé d'être un petit peu à mi-chemin et on s'est impliqué sur 14 thématiques de missions, dans les catégories d'ailleurs qui ont été proposées par l'agence du service civique. Voilà, et ce qui nous paraissait être le plus proche des besoins des MJC. Voilà, donc la solidarité, aussi bien sur des projets au local, national qu'international. Au niveau local, on est sur des expériences, par exemple, d'épicerie sociale, de restaurants solidaires, ce sont des choses qui se mettent en place dans les MJC. À l'international, on est sur l'accompagnement d'action dans le cadre de VDV ici, VDV Solidarité Internationale au Togo, par exemple. Voilà, je vais citer quelques exemples comme ça. Sur la santé, on est plutôt sur la prévention, sur l'addictologie, des choses qui peuvent se présenter dans les lycées, on travaille avec les jeunes ATI. L'éducation avec et pour tous, c'est vraiment un des cœurs de métier, évidemment, des MJC, qui sont les associations d'éducation populaire. Donc, évidemment, on est sur les pratiques éducatives, entre autres sur les activités numériques, avec la mise en place d'ateliers sur des points d'accès au numérique ouvert à tous. Et ça peut être aussi aujourd'hui la mise en place de travail autour de Web TV. C'est des choses qui se développent beaucoup en ce moment, qui permettent à la fois d'avoir une expression citoyenne, mais aussi de pouvoir avoir l'usage des médias, de les maîtriser. Voilà, par exemple. Et puis, une grande catégorie autour de la culture et des loisirs, puisque les MJC sont souvent impliqués dans des projets culturels, notamment sur des projets interculturels et de promotion de la diversité culturelle. Enfin, voilà, donc ça peut être la participation à des événements, des festivals interculturels, du travail sur la promotion de ces animations, voilà, diverses possibilités. Et là, je veux dire, chaque MJC doit pouvoir trouver sa place dans les catégories de missions définies. Ensuite, on a d'autres missions qui sont plutôt sur l'environnement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'MJC qui s'impliquent sur des questions d'éco-citoyenneté. Et on découvre, voilà, ça nous permet aussi de réaliser un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et on a plusieurs jeunes volontaires en service civique qui sont sur des missions autour de jardins partagés, par exemple. Ça, c'est des choses qui se développent et on se rend compte qu'on est aussi dans de nouvelles pratiques. On en parlera aussi tout à l'heure, voilà, sur l'environnement et sur mémoire et citoyenneté. En fait, c'est une catégorie qui recouvre tout ce qui est autour d'actions autour de l'éducation populaire, mais aussi la citoyenneté en termes de participation à des débats publics. On a par exemple des exemples de MJC ou de fédérations départementales qui ont développé par exemple des actions pour inciter à voter, pour inciter les jeunes à participer aux élections. C'était des élections locales et départementales l'année dernière, qui ont mis en place des actions comme la soupe aux urnes, voilà, auprès des étudiants, des expérimentations un petit peu nouvelles sur les actions de citoyenneté. Sur la mobilisation des habitants, on en a parlé de Web TV, mais c'est aussi une façon de permettre aux jeunes, aux habitants d'un quartier de faire valoir leurs témoignages, comment ils vivent, leurs expériences, leurs projets aussi. Hein. Voilà, il y a aussi des jeunes qui sont impliqués dans une action aujourd'hui qui se met en place au niveau de la fédération autour de la nouvelle République des jeunes, puisque la fédération de la MJC est issue de la République des jeunes il y a 70 ans, ça fait beaucoup, mais c'est toujours d'actualité et c'est pour nous une façon aussi autour du service civique de développer
de redévelopper le projet d'NJC autour de projets citoyens et pas uniquement autour de la proposition d'activité, mais vraiment le développement de projets avec les habitants, avec les jeunes, sur des questions militantes, d'engagement. Du coup, on est vraiment dans la boucle de l'engagement autour du service civique. Et donc, à partir de toutes ces thématiques, vous avez donc 14 thématiques et des missions proposées, qui sont un catalogue de missions que vous proposez à vos MJC, alors, qui permet après à chacune d'entre elles de définir leur mission plus précise, mais ça permet de poser un cadre global. Plus qu'un catalogue, c'est un cadre. C'est ça. Justement, on a parlé tout à l'heure que la collègue d'unicité parlait de l'intérêt général. C'est vrai que nous, on a essayé de donner un cadre pour justement que chaque MJC puisse se positionner de cette façon-là, mais tout en étant... alors, on part des projets et actions de MJC sur la définition des missions d'intérêt général. On est parti pour définir ces grandes catégories de ce qui se pratiquait dans les MJC. Mais ce n'est pas pour figer les choses. On l'a bien dit, on le verra tout à l'heure, mais il fallait aussi partir de ce qui aujourd'hui est des besoins ressentis auprès des acteurs de terrain et des structures, parce que justement, l'intérêt général, c'est très vague. Bien sûr, nos catégories de missions restent largement ouvertes. C'était aussi un petit peu se donner un guide de travail, faciliter les MJC dans la définition même de ces missions. Voilà. Et on se rend compte aussi qu'au-delà de la définition de l'intérêt général, nous, on a besoin aussi d'aider les MJC à définir plus précisément leur mission pour être vraiment dans une position de jeunes en service civique qui ne soient pas là pour veiller au fonctionnement de tout et partout, qui soient supplétifs finalement avec l'équipe, mais qui portent bien une mission avec un objectif, on verra tout à l'heure dans le rôle de l'accompagnement. Et ça nous a paru aussi important de définir les choses un peu plus précisément. En ce qui concerne les critères de l'émission, je vais prendre le relais d'Anne-Marie. Nous, en fait, les critères qui définissent une mission de service civique, c'est que ça doit être une mission de service de l'innovation, de l'expérimentation. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que une mission qui n'est pas encore explorée, quelque chose qui n'est pas encore exploré dans la structure, c'est aussi s'appuyer sur ce dispositif pour pouvoir développer quelque chose de nouveau, expérimenter. Et pourquoi pas faire quelque chose qui puisse devenir après quelque chose sur lequel la structure peut s'appuyer pour développer l'intérêt général de la MJC. Ça peut être aussi des missions d'ordre de développement d'une activité existante, développement, c'est-à-dire aussi bien au niveau des actions, des nouvelles actions qui viennent nourrir un projet déjà existant, mais aussi un développement des publics touchés, c'est-à-dire que ça peut être une action, un projet qui ne touche une cible, par exemple des enfants, et de vouloir le développer au niveau de l'adolescence ou des familles, mais c'est aussi les partenaires impliqués, c'est-à-dire qu'un service civique peut venir se greffer sur un projet et participer à la sensibilisation de nouveaux partenaires, élargir le projet, le développer. Mais il y a aussi des missions de l'ordre de la réinterrogation des projets qui sont déjà des projets, on va dire, bien ancrés dans les MJC, et pour venir réinterroger le projet, parce que quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur avec un œil nouveau, comme des jeunes qui veulent s'impliquer, s'engager au niveau des structures, c'est leur donner la place de venir réinterroger les choses qui sont déjà en place pour que ce soit des choses plus efficientes avec ce qui se passe dans nos structures. Donc nous, on fait attention aussi quand on accompagne les MJC, on reste vigilant quand il y a des propositions de mission à ce que la mission reflète bien le fait que le volontaire est partie prenante d'un projet et qu'il ne soit pas lui le seul porteur, c'est pas lui la charge d'un projet, parce que c'est vraiment quelqu'un qui doit venir qui doit être soutenu non seulement au niveau du tutorat par le tuteur, chez nous c'est 2 tuteurs, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment soutenu au niveau du tutorat, mais aussi au niveau de l'équipe, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans une équipe. L'équipe vient en complément, enfin il vient en complément de l'équipe vient en complément de son action, et donc il ne doit pas être le seul à porter la charge d'un projet. Et c'est plus ou moins relié, s'il n'a pas une fonction qui doit être identifiée à une fonction d'animateur salarié. C'est vraiment 2 choses différentes.
le volontaire et l'animateur salarié. Donc, il ne doit pas avoir les responsabilités qui affèrent à un animateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre la responsabilité d'un groupe. C'est pas à lui de gérer un groupe et d'en avoir toutes les responsabilités inhérentes. Et aussi, on veille à ce que la mission soit clairement définie, parce qu'on a remarqué que quand la mission n'était pas bien définie, du coup, le volontaire dans la structure se retrouve un petit peu à faire plein de choses qui n'étaient pas prévues, puisque la mission n'était pas bien définie, et donc du coup, à pas avoir ce sentiment d'engagement sur quelque chose de bien précis, et là, il peut y avoir confusion des gens aussi à tout niveau. Donc on veille vraiment à tout ça. Merci Émilie pour ce témoignage à MJC. Après, on peut se poser la question, donc le service civique doit être accessible à tous les jeunes, le service civique est universel depuis le 1er juin 2015. Donc, quelles sont les questions à se poser pour vérifier si une mission est accessible à tous? Quels sont les trucs pour favoriser cette accessibilité? Mathilde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu travailles avec plein d'associations, et donc à travers votre expérience, comment vous arrivez quelles sont les clés pour un service civique accessible? Ouais, alors deux axes. Le premier axe, c'est questionner la mission elle-même. L'autre axe, c'est le recrutement, mais on en parlera tout à l'heure. Questionner la mission elle-même, j'ai donc indiqué passer la mission au tamis des compétences attendues. J'entends par là qu'un tamis, vous savez, on peut avoir des tamis à large maillage et des tamis très très fins. Donc si on regarde un tamis à large maillage, on va rapidement se dire non, il n'y a pas de compétences spécifiques attendues, tout le monde peut réaliser cette mission. Maintenant, si on prend un tamis le plus fin, on va voir que par exemple, pour prendre des rendez-vous, il faut savoir passer les coups de téléphone. Ça paraît être une compétence de base. Pour autant, et notamment parce que la jeunesse change et que la jeunesse textote, etc., passer un coup de fil, si vous vous rappelez-vous déjà au tout début de votre carrière, ce n'était pas forcément évident. Et ça ne se facilite pas avec le temps qui passe. Donc, c'est une compétence. Ça ne veut pas dire qu'il faut vérifier à chaque entretien que tout jeune sait téléphoner. Mais j'entends par là, voilà, c'est intéressant de se poser la question de réellement ma mission, qu'est-ce qu'elle demande comme savoir-faire? Qu'est-ce qu'ils vont devoir savoir faire? Qu'est-ce qu'ils vont devoir maîtriser? Et aussi, qu'est-ce qui, même si ça n'est pas maîtrisé, peut s'acquérir parce que je prévois la formation qui va avec. Du coup, pour balayer un peu ça, je me suis amusée à vous faire l'exercice d'un petit arbre à questions. Alors vous allez le voir sur la diapo, il est... c'est bon. Voilà, si je l'ai pas, voilà. Il est un peu dense, donc ça vaudra le coup que vous repreniez à tête reposée. C'est bon, je l'ai là. Merci. La première question, c'est est-ce que ma mission demande des compétences particulières? Oui ou non? Si vous partez sur le non, eh ben c'est bon, votre mission, vous avez déjà sur cet axe-là, vous pouvez être sûr qu'elle va s'adresser à tout le monde. Si vous répondez oui, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que ces compétences peuvent s'acquérir par de la formation? Et à nouveau, vous allez répondre oui ou non. Si vous pensez qu'elles peuvent s'acquérir par de la formation, est-ce que vous êtes en mesure de fournir cette formation? Oui ou non? Et si c'est le cas, si vous pouvez la fournir, attention, j'ai une autre question en fait, qui peut être piège. Ok, mais cette formation, est-ce qu'elle est accessible à n'importe quel jeune? C'est-à-dire, vous me dites, oui, je vais pouvoir donner une formation sur tel logiciel informatique, par exemple. Ok, mais tel logiciel informatique nécessite de déjà supposer le minimum de l'outil informatique. Ou bien, si je vais aller plus loin, je vais aller creuser dans la psychologie humaine, ouais, ça nécessite d'avoir des compétences de base, d'avoir au moins un bac, par exemple, pour avoir toutes les données, pour pouvoir comprendre cette formation. Donc, à nouveau, j'ai un prix là. Mais si cette formation est une formation qui ne nécessite pas de base initiale, par exemple, je vais m'adresser à un public de personnes âgées. Donc, je donne la formation de base qui va permettre de comprendre quel est ce public, quelles sont les pathologies, etc., qu'est-ce qu'il faut respecter. Là, on est sur des formations qui sont relativement concrètes et simples. On n'a pas besoin d'avoir un niveau de formation initiale. Donc, on a certes un besoin de compétences particulières, mais on les donne quand le volontaire arrive. Donc, notre mission, elle est accessible. Je ne veux pas vous passer tout l'arbre à questions là parce que ce serait fastidieux, mais un autre exemple. Mes compétences ne peuvent pas forcément s'acquérir par de la formation ou je ne suis pas en mesure de donner cette formation-là. Ça ne veut pas dire que ma mission, je dois la jeter. Mais par contre, est-ce que ces compétences-là, elles peuvent être renforcées par le fait que je vais prendre, pourquoi pas, plusieurs jeunes sur ma mission? Et
que ces jeunes-là vont se renforcer par leurs compétences et leurs acquis. Bon, j'ai besoin du permis de conduire, parce que je suis sur une mission qui est en milieu rural, etc. Vous n'allez pas pouvoir vous dire que le jeune, au bout d'un mois, il aura pu conduire. C'est pas réaliste. Éventuellement, à la fin de sa mission, mais vous n'en êtes même pas sûr. Par contre, peut-être que vous allez trouver un autre jeune, ou plusieurs autres, qui ont leur permis, et qui vont renforcer la personne que vous avez envie de prendre parce qu'elle est très motivée. Et ainsi, vous allez créer une mission qui est accessible, parce que vous n'attendez pas tout d'une même personne. Donc ça, c'est aussi imaginable. Si vous prenez ce parti-là, attention à ce que votre binôme ou votre équipe soit réellement fort et que chacun ait sa place. Si vous constituez une équipe de 5 jeunes, par exemple, avec des jeunes très différents à l'intérieur, et un que vous avez pris juste parce qu'il représente, je ne sais pas, un jeune que vous n'aviez pas autrement, vous voulez représenter une forme de diversité, il faut aussi qu'il ait sa place, et pas juste qu'il soit dans un coin pour représenter un peu une forme de bien-pensance de la diversité. J'espère que vous m'entendez là-dessus. Donc voilà, il faut, si vous constituez un binôme ou une équipe, que chacun aussi ait sa touche à apporter à la mission. Voilà. Merci Mathilde. Maintenant, je vais me tourner vers la MJC. Donc du coup, comment ça se passe pour les questions d'accessibilité dans la MJC? Alors, donc, dans la MJC, nous aussi, on veille à ce qu'il n'y ait pas de conditions de diplôme qui soient mis en avant par les structures qui cherchent un volontaire. Mais ce n'est pas seulement diplôme, mais aussi formation, comme vous disiez, une compétence particulière. Si je veux développer quelque chose autour de l'informatique, si ça nécessite d'avoir quelqu'un qui a déjà toutes les compétences au niveau numérique, c'est à nouveau quelque chose qui bloque. Alors pour ça, de toute façon, comme on le disait auparavant, ça doit être des gens qui sont au sein d'une équipe, qui sont accompagnés par le tutorat et par l'équipe. Donc de toute façon, ça ne sera pas un jeune qui sera laissé seul au pilotage d'un projet. Donc ces compétences qu'il n'a pas forcément au départ et sur lesquelles il ne peut pas s'arrêter pour recruter, pour repérer un jeune qui va faire cette mission, et c'est justement parce qu'il va y avoir derrière ça une équipe qui va l'accompagner et qui va pouvoir lui le former, l'accompagner dans toutes les compétences qu'il a à acquérir pour le bon déroulement de sa mission. Nous aussi, on est aussi dans une démarche de communication des missions dans la proximité en fait, auprès des jeunes de la structure, auprès des jeunes du territoire, pour que vraiment en fait ce projet de mission soit quelque chose de co-construit avec des jeunes du territoire pour qu'il y ait un engagement local aussi, donc permettre aussi l'accessibilité de ces missions-là à tous les jeunes qui fréquentent déjà la structure, mais pas seulement, qui sont déjà impliqués sur le territoire, et qui peut-être se retrouveront dans cette mission et qu'on accompagnera pour pouvoir mener à bien cette mission. Le petit truc, on va dire, que la FFMJC a mis en place pour vraiment favoriser l'accessibilité, c'est qu'on a fait toute une campagne de communication dès le départ pour inviter en fait les jeunes plutôt à formaliser leurs envies et leurs projets et aller à la rencontre des associations. Que ça soit quelque chose qui vienne des jeunes et pas forcément quelque chose qui soit dépendant des structures, basé sur les besoins des structures, mais vraiment quelque chose qui part de l'envie des jeunes. Voilà, moi j'ai une passion, j'ai repéré que si on pourrait mettre ça en place, qui pourrait être vraiment bien pour la structure, parce que ça crée un lien social. J'ai vu qu'il y avait des jardins à un endroit où il y avait des gens qui se rencontraient. Moi j'aimerais bien, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer, le jardin. C'est quelque chose que j'aime bien, je vais aller le proposer à ma structure, je vais aller dire que ça me plaît, que j'aimerais bien le mettre en place dans la structure. Et puis avec l'équipe, en fait, l'idée c'est vraiment de dire aux équipes, accompagner les jeunes dans leurs envies, dans leurs projets, et co-construire pour que chacun soit gagnant-gagnant, comme on disait tout à l'heure, pour que et la structure s'y retrouve, et le jeune s'y retrouve, et qu'on co-construise une mission ensemble. L'idée, c'est vraiment de faire des projets d'engagement qui partent des jeunes, mais qui se trouvent au service de l'intérêt général et donc de la structure. Parfait.
Merci beaucoup, Émilie. Donc, du coup, on parle d'accessibilité des missions à tous les jeunes. Et comme disait Mathilde dans son introduction, ça dépend aussi des méthodes de recrutement. Donc, du coup, quelle méthode de recrutement spécifique avez-vous mis en place pour recruter des volontaires et recruter... Voilà. Du coup, ce que je propose, sachant que Mathilde a un petit problème d'ordinateur, Mathilde, je te propose de te mettre, sachant que nous sommes tous dans la même pièce, pour vous faire un petit peu les coulisses et back-office techniques de ce webinaire. Donc Mathilde prend la place d'Anne-Marie, des UCC, et donc Mathilde peut se répondre à des questions sur le recrutement. Merci. Alors nous, on a développé une méthode de recrutement spécifique parce qu'on a besoin d'accueillir, on accueille beaucoup de jeunes et tous à peu près en même temps. Donc il fallait pouvoir déployer un process qui parle à tous et qui nous permette de parler à beaucoup de jeunes. Et par ailleurs, comme le point central d'unité, c'est la diversité, qu'on accueille des équipes de 8 jeunes, il faut qu'ils soient très différents les uns des autres, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher tous les jeunes là où ils sont. Si on prend que les candidatures qui viennent spontanément vers nous, assez rapidement, on se retrouve surtout avec des filles. Elles ont entre 20 et 22 ans, elles ont le bac ou plus, et elles veulent travailler dans le social. Bon, je vous la fais courte, hein, mais grosso modo, c'est un profil qui est très très présent chez nous et potentiellement dans le service civique. Ça veut dire que si on veut avoir des jeunes très différents dans le service civique, il faut être actif, il faut aller les chercher. Voilà pourquoi. Donc notre première étape, évidemment, c'est de rédiger l'annonce. Enfin, déjà dans la rédaction de l'annonce, il y a plein de biais à éviter. Hein, il faut, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais il faut rédiger une annonce très simple, très lisible, sans être déficiente, mais en tout cas avec les mots les plus simples possibles. C'est un exercice intéressant pour nos structures de faire ça. Et ensuite, la diffuser le plus largement possible. Quand on a ce multicanaux, c'est-à-dire penser évidemment à l'agence du service civique, le site c'est une obligation donc il faut la mettre, mais c'est aussi vos sites internet de structure, c'est aussi les missions locales par exemple, ça va être tous les points d'information jeunesse, CRIJ, BIJ, etc. et j'en passe, les MJC de vos quartiers, les centres sociaux, les clubs de sport, partout où vous voyez des jeunes. Et pour aller chercher des publics un petit peu différents, c'est par exemple aller aussi dans les grandes écoles, c'est mettre ça dans les médias de vos collectivités, les médias numériques, quand ils sont accessibles, hein, on ne peut pas tous y rajouter des choses, mais quand c'est possible, pensez ce genre de choses, pensez aux médias locaux, télé ou radio locale, et puis pensez à aller aussi dans les quartiers, proposer des tracts, des affiches, des annonces sur tous ces relais-là, quand c'est prescripteur jeunesse, club de presse, etc. Donc ça va vous assurer de parler à beaucoup de monde. Du coup, si ça c'est bien fait, potentiellement vous allez recevoir beaucoup de candidatures. Ce qu'on vous conseille à cette étape, et c'est ce qu'on fait nous, c'est qu'on ne regarde jamais les CV, lettres de motivation, etc. qui sont envoyés à ce moment-là. Si on commence à regarder là-dedans, c'est le piège, on a du mal à s'en extraire. Et remettre le nez dans le CV, c'est malgré tout possiblement se laisser attirer par les diplômes. Et vous avez vu, c'est pas ça qu'on cherche à avoir en service. On cherche à être encore plus ouvert aux jeunes. Du coup, recevez toutes les candidatures et nous, à ce moment-là, tous les gens qui nous contactent, quels qu'ils soient, on les invite à une séance d'information. On en fait plein à plein de moments, sur plein de territoires, parce qu'on a cette capacité-là, mais une petite structure peut décider d'en faire une dans ses locaux, voilà, une seule. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, vous allez déjà effectuer un premier tri, c'est-à-dire que dans tous les gens qui vous ont contacté, très probablement tous ne viendront pas à la séance d'info. Et ça, c'est aussi une manière de voir très simplement si les gens sont motivés pour venir ou pas. Vous pourriez me remarquer qu'il y a d'autres filtres, comme par exemple à distance. C'est pas parce que je fais un service civique, je propose une mission à Toulouse qu'un jeune de Strasbourg, il n'a pas le droit de venir chez moi. Et c'est vrai que se déplacer pour une séance d'info, ça peut être compliqué. Vous trouverez, je suis sûre, les moyens, parce que quelques jeunes, ce n'est pas les plus nombreux, et peut-être vous allez pouvoir trouver un coup de fil, une conférence Skype pour pouvoir voir ces jeunes-là. En tout cas, vous avez devant vous un groupe de jeunes que vous pouvez tous informer en même temps sur le cadre du service civique, c'est important, parce que c'est encore pas suffisamment connu, et que vous pouvez avoir un jeune qui sait imaginer qu'il allait cumuler ses indemnités civiques et sa bombe de volontariat, par exemple. C'est pas possible. Si on leur dit ça dès le départ, vous allez voir que c'est des jeunes qui vont pas refuser. Il vaut mieux s'en rendre compte à ce moment-là que pendant l'entretien. Donc voilà, la structure d'accueil, qui vous êtes, quelle va être la mission, comment il va être accompagné et comment va se passer aussi tout le processus de recrutement. Soyez très clairs là-dessus, voilà comment on va faire, voilà, voici les prochaines étapes.
vous allez voir qu'à la fin de la réunion d'information, à nouveau, tout le monde ne souhaitera pas forcément continuer à postuler chez vous. Et ça, c'est aussi un second tri que vous allez effectuer à ce moment-là. À la fin de la séance d'info, nous, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on fait remplir un dossier de candidature ou dossier de motivation avec quelques questions qui vont nous permettre surtout d'orienter l'entretien. Parce qu'en général, on arrive à recevoir tous les jeunes qui nous donnent un dossier, on les reçoit en entretien. Entretien collectif et ou entretien individuel. Mais du coup, ça peut être une étape pour voir comment le jeune se positionne à la fin de la séance d'info. Moi, je vous conseille de laisser décanter. C'est-à-dire de ne pas demander forcément directement après et juste à l'oral qui est intéressé. Mais passer par l'écrit ou demander de se repositionner le lendemain, c'est que le jeune peut tranquillement laisser poser ça et se repositionner après. Sinon, on a un faux impact à la fin de la séance d'info où tout le monde peut plus ou moins dire oui, moi j'ai envie. Donc voilà, une fois que vous avez ces dossiers, ou simplement, on n'est pas obligé de passer par l'écrit, l'affirmation d'un jeune qui dit oui, moi j'ai envie de candidater chez vous, à ce moment-là, vous recevez un entretien. Et là, quels sont les critères de sélection? Et là, moi, ce que je vous propose comme critères de sélection, c'est donc évidemment différent de ce qu'on va faire à un entretien de travail. D'abord, un jeune éligible, s'il a 27 ans, à moins qu'il soit en situation de handicap, parce qu'on a des nouveaux critères, et ben c'est pas possible, donc là, c'est fini. Et qui a compris ce qu'était le cadre du service civique réellement, engagement citoyen, indemnité qui n'est pas un salaire, etc. Qui a compris ce qu'est la mission, surtout qui a envie de venir chez nous. Et attention, parce que si a envie de venir chez nous, qui exprime de la motivation, c'est pareil, tous les jeunes ne sont pas égaux par rapport à ça. Il y a des jeunes qui vont avoir très bien appris à comment je fais mon montre de motivation, comment je me présente en entretien, parce que ça a été dans leur cursus de vie déjà jusque-là. Et d'autres qui débarquent et qui ne savent pas qu'on ne vient pas en short, qu'on parle de cette façon-là et qu'on exprime cette motivation comme ça en disant je suis très motivée parce que A plus B plus C. Et ça n'en fait pas des mauvais volontaires, c'est là où j'insiste. C'est pas parce qu'on vient en short à un entretien de service civique qu'on est un mauvais volontaire. L'exemple est peut-être choquant parfois, on me dit maintenant il faut quand même avoir un minimum de savoir-être. Ça c'est quelque chose qu'on pourra apprendre dans un service civique. Et comme ce n'est pas le cas d'un emploi, on ne peut pas exiger de quelqu'un qui vient, en tout cas au moment de l'entretien. Et c'est intéressant si ce jeune il a des attentes par rapport à vous, par rapport à l'expérience, et que vous savez pouvoir y répondre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un jeune qui a des grandes attentes de se faire engager dans la structure à la suite de se faire connaître, et vous, si vous savez déjà que vous ne pourrez pas répondre à ça, soyez très clair là-dessus. Et encore, oui, quelqu'un qui vous semble pouvoir réellement s'engager sur les 6, 8, 12 mois de son expérience, parce que c'est là où ce sera le plus riche et pour vous et pour lui, et comme on est encore dans le gagnant-gagnant, c'est important d'essayer de vérifier ça. Et enfin, sur ces items que je vous propose, je ne dis c'est pas la moyenne générale qui compte, mais plutôt qu'il y ait un peu de tout. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas, j'imagine des critères de notes, mais c'est pas ça qu'il faut forcément marquer. Il vaudrait mieux avoir quelqu'un qui a 6 sur 10 partout, à tous ces critères, que quelqu'un qui a 8, 8, et puis 1 et 2 parce que vous pensez qu'il va rentrer avant la fin et qu'il a des expériences, des attentes auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Merci Mathilde de vos clés à unicité sur les questions de recrutement. Je me trouve à Émilie. Vous avez la unicité, comment ça se passe? Alors nous, jusqu'ici, comme je l'ai expliqué précédemment, on était plus sur un processus basé, centré sur le jeune, ses envies, le rapprochement avec la structure et la co-construction d'une mission. Donc il n'y avait pas vraiment de méthode de recrutement jusque-là, en tout cas que nous on incitait à suivre, puisque on avait observé que ça fonctionnait plutôt bien comme ça dans ce sens-là jusqu'à présent. Maintenant c'est en train un peu d'évoluer parce que du coup le service civique se déploie, c'est un dispositif qu'on essaye vraiment de déployer au maximum. Donc forcément il y a des modes de fonctionnement qui varient, donc il y a aussi des réflexions à avoir sur la façon dont les choses fonctionnent. Et justement en ce moment on est en train de se poser des questions là-dessus. Comme nous on dit quand même que le recrutement, il y a un côté aussi qui ressemble au côté emploi. On a envie aussi de permettre d'explorer d'autres choses qui seraient éloignées, d'autres méthodes. Et donc on est en train de réfléchir notamment sur des possibilités de mise en synergie des acteurs d'un territoire, des acteurs associatifs d'un territoire et des jeunes qui ont envie de faire un service civique dans un même endroit et faire se rencontrer toutes ces personnes-là sur un même temps et voir qui match, quel jeune qui se rencontre en fait, quel jeune rencontre quelle structure et puis
s'ils ont envie parce qu'ils ont des choses en commun au niveau de l'envie du jeune et de l'envie de la structure, et ben voilà, donc c'est vraiment plus, c'est pas vraiment du recrutement, c'est plus une synergie de la rencontre pour favoriser l'émergence de missions communes qui conviendraient aux deux parties. Voilà. Choses sur lesquelles le mouvement associatif va organiser ce type de forum pour permettre la rencontre entre des associations et des jeunes qui souhaitent faire des missions de service civique, pour sortir du cadre classique CV, l'aide de motivation dans le cadre du recrutement. Alors, je voulais vous donner quelques éléments clés, mais vous avez tout dit. Quand on définit une mission de service civique, impliquer les membres dans la définition de ces missions, privilégier les missions en lien avec le public, former les volontaires. Alors là, on a vu tout le parcours, donc je ne reviendrai pas sur ce que Mathilde a dit. Éviter la substitution à l'emploi et la concurrence également avec les bénévoles, et offrir une visibilité avec un calendrier pour le volontaire pour qu'il puisse aussi se projeter dans sa mission, pour qu'il ait une visibilité. Sur le recrutement, privilégier les recrutements des rendez-vous collectifs et éviter justement de passer trop de temps sur le CV des lettres de motivation et plus sur les motivations du bénévole. Autre élément, certaines associations ou plus des fédérations qui accueillent un grand nombre des volontaires, elles proposent donc un catalogue de missions. Ça permet à leurs membres, donc c'est un service qu'elles proposent à leurs membres, et leurs membres vont proposer des missions dans ce cadre-là. Et à partir de là, proposer des fiches missions qui seront validées. Ça vous montre un petit peu comment, en tant que fédération, si c'est une fédération, comment ça peut aussi fonctionner. Donc je vous remercie pour cette première partie. On est un petit peu en retard, mais on va passer tout de suite à la partie sur le rôle du tuteur, qui est un élément clé dans l'accompagnement, et donc l'accompagnement qui aussi gage de qualité dans le service civique. Donc on verra que les obligations qu'ont l'association à l'accueil du service civique. Donc une association qui accueille, elle doit désigner un tuteur, mettre en place des formations civiques citoyennes et accompagner le jeune dans son projet d'avenir. Les deux derniers éléments, nous verrons dans le webinaire de la semaine prochaine, et là nous allons nous concentrer sur le rôle du tuteur. Donc dans la loi de mars 2010 du service civique, la loi oblige la désignation d'un tuteur, Et autre élément, dans ce rapport entre le volontaire et l'association et ce tuteur, il ne doit pas avoir de lien de subordination, et ça fait aussi partie de la loi. Donc, voilà, vous avez mis des extraits de la loi dans la présentation, et nous allons voir avec nos invités comment, concrètement, parce que c'est assez compliqué, le lien non-subordination, comment ça peut se passer. Donc, je vais me tourner tout de suite vers Mathilde pour savoir quelles ont été qualités dans le choix d'un tuteur, Mathilde. Les qualités, c'est que ce choix ne soit pas un choix, et notamment pour le tuteur. C'est une fonction qui a un réel engagement, il faut avoir envie de le faire, pouvoir le faire, et du coup le mieux serait de pouvoir vraiment essayer dans votre structure le choix aux personnes. Alors ça ne vous empêche pas de repérer des gens qui vous semblent pouvoir accompagner des jeunes, mais qu'il y ait de moyens de refuser, ce serait quand même une bonne idée, ou alors de faire carrément un appel à candidature. On accueille des jeunes en service civique qui a envie de tutorer. Pour donner envie, pour accompagner, je trouve que la vidéo qui est mise en ligne sur le site de l'agence du service civique, elle est pas mal. On voit 3 tuteurs dans 3 structures et elle est assez dynamique. Voilà, c'est une vidéo qui donne envie, elle peut être inspirante si les gens hésitent un peu. Pour que ces tuteurs aient envie, c'est pour ça que je viens de regarder cette vidéo, il faut qu'ils comprennent leur rôle. Donc ça nécessite évidemment d'expliciter, de dire bien ce qu'on attend du tuteur. Et enfin, le dernier point, c'est que le tuteur, il n'est pas tout seul dans la structure. Et ça, il faut être en mesure de le rassurer, évidemment, pour lui quand il arrive, mais il faut être en mesure de l'assumer après. C'est-à-dire que la responsabilité, elle porte en réalité sur les personnes qui ont porté l'agrément, qui sont généralement les responsables de la structure. Alors, c'est le tuteur qui va être en contact quotidien après avec le jeune, mais il faut que lui, il soit épaulé, il faut qu'il soit sûr que ça a structuré derrière lui. C'est un projet d'accueil de structure, c'est pas juste une relation tuteur et jeune. Merci Mathilde. Donc, Émilie ou Anne-Marie, non, Anne-Marie, pardon, au niveau de Alors, la fédération d'MJC, l'importance des tuteurs, c'est bien évident. Les écoles à éviter, on est plutôt dans le sens inverse. Donc, on est d'accord, bien évidemment, la première chose, c'est que le tuteur doit avoir envie, c'est aussi un engagement. En fait, on est finalement dans une boucle, dans un processus, c'est une démarche d'engagement en général.
évidemment, c'est vrai, on est bien d'accord, ça va aussi faire partie du projet de la structure. Donc on a tenu compte en fait aussi de la structure des MJC et un petit peu de notre spécificité, où on appelle ça la suggestion, et où finalement le projet de MJC il est porté est mis en œuvre aussi bien par les bénévoles que les professionnels. Et du coup, on a pensé que ça pouvait être intéressant de créer un binôme dans le tutorat. Voilà, un double tutorat. Alors, c'est pas pour alourdir la tâche du tout, au contraire, ça peut peut-être l'alléger pour chacun. Mais en tout cas, c'est aussi pour donner cette double dimension d'accompagnement du jeune, aussi bien avec un bénévole qui va plutôt développer la partie engagement, volontariat, enfin, c'est proche du volontariat, et puis justement cette partie de l'engagement, et puis le tuteur professionnel qui va être lui plus sur l'accompagnement aussi technique, etc., quoi, qui va être dans la faisabilité de la mission pour arriver à travailler ensemble sur l'objectif, etc. Donc ça nous paraît être, on l'a testé, enfin même c'est ce qu'on incite les MJC à mettre en place ce double tutorat. C'est pas forcément le cas, c'est pas une obligation non plus, c'est une incitation. Et on a déjà quand même de nombreuses structures qui l'ont mis en place. Et ça nous permet d'avoir un petit peu un retour assez positif et qui correspond justement à la volonté qu'on avait de mettre en place cette double dimension professionnelle et bénévole. Voilà, et voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Peut-être à essayer ailleurs que dans la MJC. Je crois que c'est pas forcément à alourdir, c'est cette complémentarité aussi qui est propre finalement à la mission du volontaire qui est un peu entre les deux. Marie. Non, le double tutorat est quelque chose qui est fréquent, qui est proposé par plusieurs fédérations et dans la pratique, c'est quelque chose qui s'avère très positif. Donc ce tutorat, et on parle de non-subordination. Alors concrètement, comment ça peut se faire la non-subordination, parce qu'il y a quand même un lien, un responsable, un service civique. Donc je vais tourner maintenant vers Mathilde pour répondre à cette question. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous fournir? Oui, ah oui, ça tombe bien, mais tu me l'as demandé, Lucille. Donc, voilà, tu veux me dire comment ça, pas bien de subordination, parce que généralement, c'est la réaction que ça peut générer, se dire, mais attends, ce jeune, il vient chez nous, et moi, j'ai pas le droit de le cadrer, il va faire ce qu'il veut, c'est la fête à neuneu. Non, non, ça, mais ça, la fête à neuneu. Parce que pas bien de subordination, d'abord, ça ne veut pas dire pas de cadre. Et dans le contrat de service civique, il y a le fait que le jeune s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure dans laquelle il arrive. Donc ça vaut le coup de lui dire, ça vaut le coup de relire aussi ensemble pourquoi pas le règlement intérieur. Le lien de subordination, très concrètement et rapidement, c'est ce qui définit le salariat. C'est parce qu'on est salarié qu'on est subordonné, et l'inverse est vrai, si on est subordonné, alors on est salarié. Donc voilà, pour le faire rapide, mais pas pour vous faire flipper, si on découvrait un lien de subordination, on pourrait requalifier ça en contrat de travail. Donc je vous rassure tout de suite, ça ne va pas arriver très vite. La justice, elle va aller regarder plein d'éléments pour voir s'il y a réellement un lien de subordination. Et les deux principaux à retenir, c'est une relation donneur d'ordre exécutant et le fait de sanctionner sur le nom en termes d'objectifs. Donc je donne des ordres qui n'ont pas à discuter et si la révision, s'il n'y a pas les résultats que j'attends, alors je peux sanctionner. Je pense que vous êtes rarement, on est rarement dans ce genre de cadre quand on accueille un jeune en service civique. Un exemple. Je demande à un volontaire, ou à une équipe de volontaires, 2, 3, de réaliser un repas de quartier parce qu'on a une résidence avec des personnes âgées isolées et puis des voisins qui sont là, qui ne se connaissent pas. On se dit, recréer du lien social peut passer par cette action simple. Bon, d'abord même, repas de quartier, moi dans la mission, j'aurais pu laisser une latitude plus grande. C'est-à-dire, j'aurais dit, voilà, on a un constat sur le quartier, on a envie que tous les volontaires, vous mettiez en place des choses qui puissent faire revivre un peu le lien du quartier. Et les volontaires ont pu proposer repas de quartier, mais ils auraient pu aussi proposer une rando collective, de proposer un troc, un vide-grenier, etc. Vous avez deux façons d'aborder ça. Soit vous dites la mission c'est organisez-moi un repas de quartier et pour faire ça, vous allez faire ça, ça et ça. Vous allez sonner chez les gens tous les après-midi à 15h. Vous allez me toucher les 100 personnes, sur les 120 personnes qui habitent là, je veux 100 personnes touchées. Et vous allez me faire un repas de quartier qui me coûte 103,12 €. Voilà. Ça c'est la première solution. Ils font ce que vous leur avez demandé et vous leur demandez des comptes. Et s'ils n'ont pas touché 100 personnes, mais 52, vous leur dites merci, au revoir, c'est fini pour vous. Là, on est vraiment dans le cadre de la subordination.
Ok, on reprend cet exemple-là maintenant, mais on se situe vraiment du côté de la mission de service civique. On dit, mon objectif général, c'est ça, faire qu'il y ait plus de liens entre les habitants. Qu'est-ce que vous proposez? Les volontaires. Attention, ça, ce serait trop facile de se dire ça. Le niveau d'autonomie des volontaires quand ils arrivent est très différent. Vous allez avoir des volontaires qui vont vous dire immédiatement « Mais oui, repas de quartier, mi-journée, facile, tata, et c'est parti ». Et d'autres volontaires qui vont un peu me regarder avec des yeux de merveille parce que jamais ils n'ont fait ça. Et à nouveau, je reviens, ce ne sont pas des mauvais volontaires. Mais juste, il va falloir les accompagner un peu plus et leur dire bah, par exemple, nous, on a pensé au repas de quartier, etc. Et puis, bah voilà, repas de quartier, comment on peut l'amener, comment on peut prévenir les gens. Oui, tiens, on pourrait aller sonner chez eux. Ah mais oui, les sonner chez eux, c'est peut-être un peu intrusif. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord les prévenir par une affiche? Est-ce qu'on ne peut pas faire inviter un bas d'immeuble pour les prévenir de ça? Et puis, sonner chez eux, bah oui, c'est bien, mais dans la journée, en fait, je savais qu'ils n'étaient pas là, donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup touché de gens. Est-ce que... Voilà. Et c'est un peu toute cette démarche-là. Ça veut dire que concrètement, mon objectif, il est le même. Hein. Je vais viser la même chose et pas moi à baisser mon niveau d'exigence. Par contre, j'entends les jeunes qui sont là et j'essaye de les accompagner à trouver la meilleure décision. J'accompagne à l'autonomie tout en partant de leur niveau d'autonomie. Parfois, accompagner à l'autonomie, c'est aussi donner des directives très claires parce qu'on a des jeunes qui n'en sont pas encore là dans leur parcours et on va voir comment les accompagner à ça. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est pas l'obligation de résultat quand je suis un volontaire, mais une obligation de moyens. Un volontaire qui est là tous les jours, qui essaye de réaliser sa mission, et qui pour X ou Y raison n'y arrive pas, il est complètement dans le cadre de son engagement. Par contre, un volontaire qui vient un matin sur deux, qui a toujours un peu mal à la tête, qui discute absolument tout ce que vous dites sans arrêt, qui manque de respect à votre équipe, il n'est pas dans le cadre de son engagement. Et là, à un moment donné, il faut qu'on puisse prendre la décision de continuer ou pas le service civique. Donc voilà, le non-lien de subordination n'est pas non plus un piège de « on fait tous ce qu'on veut ». Merci. Mais alors du coup, le tuteur dans tout ça, donc c'est des notions qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place sur le terrain, dans le concret. Est-ce que vous avez des outils, quels sont les outils à mettre en place qui pourraient faciliter justement ce rôle du tuteur? Mathilde, tu continues? Alors le premier outil, je voulais noter en premier lieu, c'est du temps. C'est juste se rendre compte qu'accompagner un jeune, ça prend du temps. Donc, si on a imaginé se rajouter ça à ses missions quotidiennes en se disant ça va me faire gagner du temps parce que j'ai un jeune pour le faire avec moi, mais c'est faux. Donc, seulement ça ne vous fait pas gagner du temps, ça fait gagner des actions à votre structure, ça oui, pas du temps pour vous, mais ça vous en rajoute parce qu'il va falloir l'accompagner. Pour faire ça, un calendrier pour le tuteur où vous convenez dès le départ à quel rythme vous allez le rencontrer et quand. Tout bête, mais ça vous mangera moins de temps si c'est prévu que si vous le faites tout comme ça à la découverte. Ensuite, on a quelques outils qu'on peut développer. Un outil qui est très intéressant, qui est basique, c'est la fiche mission. Parce qu'on voit qu'en fait, une fois que nous, on a construit la mission et qu'on l'a mise en ligne, des fois, on oublie ce papier-là dans un coin, on ne le montre jamais aux volontaires et ça ne passe plus que par de l'oral. Avoir une fiche mission claire avec l'objectif général, éventuellement des sous-objectifs ou des objectifs spécifiques, les moyens mis en œuvre, les contacts principaux, la durée du projet, la chronologie, etc. Ça peut être votre outil de référence pour vous et le volontaire. C'est votre outil commun en fait, celui qui va faire que vous allez pouvoir construire après ça. Ensuite, un outil de suivi, ça peut être tout bêtement un carnet de bord, c'est-à-dire par exemple un cahier avec des pages, un stylo, tout ça, c'est un peu ancien, mais ça fonctionne encore jusqu'à présent, où on va noter rendez-vous après rendez-vous, ou pour le volontaire, semaine après semaine, ou jour après jour, il peut noter ce qu'il réalise. Ça peut passer aussi par un tableau de bord Excel qui peut être partagé. Donc là, en avant, vous voyez dans la technologie, avec un Google Doc par exemple, où le volontaire va avoir le même genre de tableau de suivi avec les objectifs poursuivis. Qu'est-ce qu'il a réalisé aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il a réalisé cette semaine, quelles ont été les difficultés qu'il a rencontrées et quelles sont les solutions envisagées ou les solutions qu'il a déjà mises en œuvre. Voilà, et ça pourrait être notre tableau de bord de mission à l'unicité, on fait les deux, ça dépend très sincèrement des tuteurs, des coordinateurs ou des équipes. Il y a du papier, il y a de l'informatique. Le tout, c'est d'avoir quand même une trace. La culture de la trace, elle est importante, puisque c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Le suivi de la présence des volontaires, selon les structures, il est plus ou moins important. Le conseil, quand même, à privilégier, c'est attention, partez pas dans les fiches de présence comme on pourrait faire remplir des salariés avec des signatures toutes les semaines ou des trucs comme ça, tout simplement parce que ça pourrait être utilisé comme un outil démontrant une subordination. Donc, par contre,
J'ai pensé agenda partagé à nouveau, Google Doc, où il peut mettre quand il est là ou pas. J'ai pensé tableau de bord dans la structure, il y en a qui font ça, un grand tableau où on sait quand le volontaire va être là ou bien s'il est en déplacement, où est-ce qu'il est. La même chose, mais juste sur une petite fiche papier qui remplit toutes les semaines pour la semaine suivante, par exemple. Voilà, ça c'est des petits outils, c'est intéressant de les avoir, c'est intéressant de les connaître. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à vous donner parce que c'est juste un calendrier en fait, donc on en a tous. Mais gardez-le dans un coin de tête, ça peut être intéressant. Suivi de l'engagement, c'était que je trouve que c'est important que chacun, tuteur, structure et volontaire, ait dès le départ dans la tête que son engagement est dure tant de temps et qu'il a tout ça à faire rentrer dedans. Et par tout ça, je reviens en fait qu'il y a la mission, qu'il y a la formation civique citoyenne, qu'il y a le PSP1, qu'il y a l'accompagnement au projet d'avenir, etc., qu'il y a un temps de clôture, qu'il y a un temps de bilan intermédiaire éventuellement. Et tout ça, c'est bien si on en a la vision dès le départ. Et enfin, pour l'accompagnement au projet d'avenir, il y a aussi des outils particuliers, mais comme il y aura un webinaire là-dessus, je ne vais pas en détail. Merci Mathilde. Et donc du coup, Émilie, au niveau de la MJC, comment vous outillez pour aider l'accompagnement, et des outils pour aider les tuteurs, ou Anne-Marie peut-être. Juste un mot aussi sur le lien de subordination tout à l'heure, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais le double tutorat justement avec un professionnel et un bénévole permet justement de passer un petit peu à côté de ce risque du lien de subordination. Et l'évaluation ou la relation qui peut être mise en place avec le bénévole, ça permet aussi d'être vraiment dans une situation qui n'est pas du tout équivoque par rapport au salariat, et du coup on dépasse comme ça de cette question de lien de subordination, au-delà de ce qu'a pu dire Mathilde, effectivement, qu'on peut retrouver ici. Mais ce cadre du double tutorat, ça nous garantit en tout cas le fait d'échapper à cette subordination. Par rapport aux tuteurs, enfin les outils des tuteurs, bien, au niveau de la fédération des MJC, on a mis en place un livret d'accompagnement du jeune en service civique, qui est remis à chaque MJC qui fait une demande de mission, à l'accueil de jeunes. Et donc, en fait, c'est le même type d'outil. Hein. Ça permet de suivre dès le début, de faire le point sur la mission, sur les motivations aussi du jeune, l'objectif général, où on en est de la mission, et aussi sur son projet d'avenir. Donc, même si c'est l'objet d'une future rencontre. Et pour nous, le rôle du tuteur il est aussi très important sur le suivi du jeune dans son projet d'avenir. Donc de fait, c'est le livret d'accompagnement, cet outil qui est remis au MJC, qui permet de continuer tout cela. Et on se rend compte aussi, on a incité les MJC à mettre en place des temps réguliers de rencontres. Et ça, on se rend compte lorsqu'on fait du bilan annuel avec chacune des structures, que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc on est sur des temps de rendez-vous hebdomadaires, alors ça peut durer entre une demi-heure et 2 heures, suivant les besoins, suivant la disponibilité de chacun. Mais en tout cas, c'est important. Alors ça, soit ça va être avec un tuteur bénévole ou salarié, peu importe, mais c'est se donner ce temps de formalisation toutes les semaines. Alors bien sûr, on n'est pas sur le résultat, sur l'obtention du résultat, mais bien effectivement sur la démarche du jeune, où il allait aussi dans l'intégration de l'équipe. Ça, c'est très important aussi de se dire qu'au-delà du tuteur, effectivement, il y a l'intégration dans une équipe et que le projet qui est porté par le jeune, il fait partie du projet de la structure et il est souvent porté d'ailleurs par aussi d'autres personnes. Donc le livret, les rencontres hebdomadaires et puis un bilan aussi intermédiaire, un peu plus formel peut-être, pour savoir où on allait, où le jeune allait, comment il se sent dans sa mission, comment il se sent dans la structure, où est-ce qu'il allait lui par rapport à son parcours de vie aussi et de projet d'avenir. Voilà, c'est aussi se donner des temps un peu formels, au-delà de tout ce qui peut se passer dans l'informel, dans le dialogue au quotidien. Mais c'est quand même formaliser des temps de rencontre avec le jeune. Voilà, ça nous permet aussi de garantir cette relation et la qualité du suivi. Merci, Marie. Voilà, non, terminé. Terminé. Ben non, justement, j'avais passé à cette question-là. Ah, sur la dernière question. Du coup, vas-y, si tu veux, comment former les nouveaux tuteurs? On est un petit peu en retard. Voilà, non, on est en retard. Et puis, on a, justement, jusqu'à présent, on était partis sur un petit peu, chaque structure s'est un petit peu débrouillée. On a effectivement proposé aussi l'information sur les formations qui peuvent être mises en place au niveau des territoires. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, on va justement réfléchir à mettre en place une formation des tuteurs
en partenariat avec la Ligue et l'UNICité, qui sont eux-mêmes organisateurs des formations, pour qu'on puisse justement répondre aux besoins de la mixité dans ce domaine-là. Voilà, donc du coup, merci Marie. Mathilde, donc toi tu as été en charge de la formation des tuteurs au niveau national avec le partenariat entre la Ligue et l'Unicité. Donc du coup tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment former et l'importance de former les nouveaux tuteurs dans une structure. Oui, du coup, évidemment, je vais vous inviter à vous inscrire à cette formation-là, même si c'est plus moi qui m'en occupe actuellement. Vous verrez que sur la première journée qu'on fait de formation tuteur, qu'on appelle un petit peu la journée de base, en fait, on se rend compte que ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est surtout comprendre la philosophie du service civique. On passe bien une matinée là-dessus, mais celle-là, elle n'est pas perdue. Et c'est à la suite de ça qu'à la fin de la journée, on a des tuteurs qui viennent nous voir en disant « Ah, mais d'accord, en fait, c'est ça, et en fait, c'est génial. » Et ben ouais, c'est génial. Et après, on passe l'après-midi évidemment vraiment sur le rôle et le positionnement du tuteur. Là, c'est essentiel, mais on a aussi des gens qui sont parfois déjà accompagnés en jeunesse, et pour qui malgré tout, c'est important de venir à cette formation pour comprendre ça. Donc les formations de tuteurs, vous trouverez des liens depuis le site de l'agence pour les trouver. Les guides, parce que sur le site de l'agence, il y a aussi les guides qui sont fournis. Alors, le guide du tuteur et le guide administratif qui permet aussi d'avoir toutes les bases clés de ce que c'est que recevoir un volontaire. Ces deux-là, ils sont chouettes. Il y a aussi le guide à destination des accompagnateurs de volontaires de service civique à l'international. Donc, vous pourrez vous dire, en étant en France, ça ne me concerne pas. Or, il est très très bien fait aussi. Il a plus peut-être d'outils que les autres. Donc, allez voir ça aussi. Moi, j'ai repéré par exemple des fiches outils 2, 3 et 4 qui sont super. Donc, allez piquer aussi là-dedans. Hein. C'est en libre circulation, donc c'est pour vous. Je vous conseille d'organiser, si dès que vous pouvez, des échanges entre pairs, des échanges entre tuteurs. Alors, si dans votre structure, vous accueillez plusieurs jeunes et plusieurs tuteurs qui aient des temps d'échange privilégiés entre eux, si ce n'est pas le cas, saisissez-vous à nouveau des formations de l'agence, parce que généralement, les formations de l'étape d'approfondissement sont beaucoup des échanges de pratiques, donc ça sert à ça. Et quand vous avez des rassemblements de volontaires en service civique sur vos territoires, j'entends par là des rassemblements prévus par les BDCS ou les DRJSCS, de plus en plus, il y a des temps pour les tuteurs qui sont privilégiés dans ces moments-là aussi. Allez-y, inscrivez vos tuteurs pour qu'ils aient aussi des temps de rencontre. Et quand je me fais formation transversale, c'est que je pense aux compétences qui sont intéressantes à avoir pour des tuteurs. C'est par exemple l'accompagnement de projets de jeunes, l'écoute active, la technique d'entretien, des choses comme ça qui vont le supporter dans son rôle et qui en plus sont des choses, des compétences intéressantes à acquérir pour tout professionnel ou bénévole, enfin pour tout adulte qui peut continuer à se former au long de sa vie. Merci Mathilde. Vous l'aurez vu, beaucoup de contenu. Je voulais finir par quelques éléments clés, mais je vais les passer très rapidement parce que tout a déjà été dit sur le fait d'expliciter la mission du tuteur. Incitez vos tuteurs à aller aux formations et après bien déterminer les différents rôles du tuteur. Donc, je vous remercie. On va clôturer ce webinaire sur comment organiser l'accueil de service civique dans mon organisation d'aujourd'hui. Je vais remercier particulièrement donc, nos trois invités, Émilie Couder, Anne-Marie Bourouille, DMJ de la Fédération française de la FGC et Mathilde Bellini d'Unicité. On se retrouve la semaine prochaine pour un webinaire sur l'accompagnement des jeunes en service civique dans ma structure, donc le jeudi 1er octobre. Et en attendant, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du mouvement associatif asso-service-civique.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis et à jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.